Et bonsoir, bonsoir à vous. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Il est quelle heure? 22h37. Je suis parfois moi-même surpris par le temps qui passe. C'est le direct des adultes, hein. Vous ne dormez pas? Mais c'était juste pour vous souhaiter une très bonne nuit. On fait un peu, on fait un peu le tour d'actualité. On fait ce qu'on appelle dans la presse le roll-up. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Je reprends vos questions. On a 30 minutes pour répondre à toutes les questions. Et on n'a pas eu de messe ce matin parce que je suis allé faire le sport et j'avais froid. Bonsoir Solomon Diawara. Bonsoir. Je suis très heureux. Alors, je suis aussi honoré parce que le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, était à Paris et le président a souhaité me rencontrer. Voilà. Il a émis le vœu. Et je suis très fier. Crescence Kimora Bala. Bonsoir à toi, Crescence. Comment tu vas? Tu vas bien? Donc, je suis très fier d'avoir... Vous savez, sur cette page-ci, on est environ 20 000. Et quand on a 20 000 followers, ce n'est pas rien. C'est un parti politique. C'est une grande multinationale. C'est une église, hein, internationale. Donc, Christopher Chimie, enfin, je vous capte en direct. Mais beaucoup de gens m'appellent, leurs comptes sont désactivés, mes directs ne sont plus vus. C'est pas moi, hein, c'est pas moi. Nous luttons beaucoup pour exister et tous les leaders d'opinion ont ce même problème avec ces réseaux sociaux, surtout Facebook. Il y a des Noirs américains même qui ont porté plainte parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas peur. Nous, on a grandi dans la peur. Aux États-Unis, si vous entrez dans un magasin, dans une boutique, un supermarché, vous glissez sur une bouteille de Coca, vous portez plainte à Coca-Cola. Il y a une dame aux États-Unis qui a glissé dans un magasin qui s'appelle Walmart, elle a glissé sur le Coca-Cola qui était au sol. Elle a porté plainte à l'usine Coca-Cola et elle a gagné. Donc, euh, les Noirs américains, les leaders d'opinion noirs américains ont porté plainte contre Facebook et ils ont gagné. Parce qu'il y a des algorithmes qui sont là pour nous embêter. Les gens ne captent pas mes directs. Les gens reçoivent mes directs 2 jours, un jour après, 2 heures, 4 heures après. Et c'est un véritable problème. Bon, pourtant, moi, je ne vends rien. Je ne vends pas la haine. Je fais des enseignements. Je vends du savoir. Je vends de l'espoir. Je vends de la bienveillance. Mais nous avons ce problème. Bonsoir à Chantal, bonsoir Chantal, bonsoir à Dieudonné Espoir et Limbi. Vous savez que j'ai ma conférence au Georges V, ça se passe très bien, hein. Et ce qui est curieux, c'est que moi, je suis né comme ça. Je ne me plains pas, hein. Apparemment, faut éviter de se plaindre tout le temps. Mais je fais juste un constat que dans ma vie, même les gens qui partagent parfois ma vie ne partagent pas mes combats. Donc moi-même, je partage, mais je suis le seul qui communique pour mes affaires. C'est quand même curieux ça. Donc je peux avoir un frère, une sœur et tout là, jamais personne, hein, même mes directs, ça j'espère au moins que vous les partagez pour vous. Mais il y a des gens comme ça, il faut se connaître. Moi j'ai des projets, personne ne partage, je fais tout seul. J'ai rempli des salles seul. C'est-à-dire seul, je communique, je monte, je fais tout. Et c'est ça qui m'a un peu donné l'autonomie et la force. Il faut être la force. Il faut être son usine, il faut être son propre entrepreneur en réalité. Je ne me plains pas, c'est pour vous dire que dans la vie, il faut être son propre entrepreneur. Alors ce soir, je ne réponds qu'aux questions. Bonne continuation de ton évolution. J'ai pas bien vu. À quelle date est prévue la conférence de janvier?
Au Cameroun ou bien ici? Mais attendez, je vais vous dire ça. Je vois avec mon équipe, mais euh, on fera une conférence. Attendez, janvier. Bon, on verra. Nous sommes en novembre, le 4 décembre, ça c'est déjà fait. Mon anniversaire, c'est le 9 janvier. On fera quelque chose le samedi 8 janvier au Hilton. Voilà. Samedi 8 janvier au Hilton. Je pense que ce sera à Yaoundé. Voilà. Abel Calvin Joquet. Ah, vous ne savez pas qui est Abel Calvin Joquet. C'est le député, l'honorable. C'est l'un des patrons du parti du président Paul Biya au Cameroun. C'est un grand intellectuel diplômé des hautes écoles ici à Grenoble, mais il est rentré servir son pays. Et il sait que je suis toujours fidèle à mes engagements. Honorable, je serai là. D'ailleurs, tu pouvais m'appeler, on échangeait un peu. On parle pas de politique, mais au moins qu'on prenne des nouvelles. Bonsoir depuis Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Ivan Bishop, J. Bishop. Mais tu fais quoi, Ouagadougou? Mais il se passe quand même des choses terribles en Afrique. C'est que je ne sais même plus quoi dire. Je suis dépassé par l'événement. Euh, je suis dépassé par les événements. Vous voyez une jeunesse africaine qui bloque les chars, le convoi de l'armée française. Euh, c'est Et puis les jeunes sont entrés. Quelqu'un vient avec le lance, comment vous appelez ça, lance-pierre attaquer un drone en 2021. Vous voulez que l'Afrique combatte avec les pierres et les gens célèbrent ça. Si la France veut amener son matériel dans n'importe quel pays d'Afrique, ils peuvent héliporter. Ils ont les mers, ils ont les troupes, ils ont donc ce débat-là. Je sais pourquoi tu m'as dit Bobo Dioulasso. Je sais. Mais le problème, c'est qu'en Afrique, le peuple pense autre chose, les dirigeants pensent autre chose. Allez arrêter Kaboré. Allez arrêter Kaboré, votre président. C'est pas, vous n'allez pas bloquer le convoi de l'armée française comme si ils ont choisi. Les militaires ne sont pour rien. Ils sont en train de faire leur mission. Mais vous avez des présidents qui signent. Mais vous vous attaquez toujours aux mauvaises cibles. Bon, après, les présidents en Afrique, est-ce qu'ils représentent vraiment le peuple? Euh, Il y a, il y a, il y a 1000 ans d'écart entre le peuple et les dirigeants en Afrique. C'est ça qu'il faut remarquer. C'est-à-dire, pendant qu'on demande, la jeunesse revendique des choses ici. Là-bas, le président, lui, il vient manger à Paris, hein, il demande un peu d'argent. Et il est un ouvrier de la France, dans le pays de Sankara quand même. Hein. Attaquez-vous aux responsables de vos malheurs. L'armée française a largement le droit de faire ses missions de conquête, de préservation, voilà, de diplomatie, de militaire. D'ailleurs, la diplomatie, c'est l'art de la nuance. Et beaucoup m'en veulent ici parce que je suis un maître de la diplomatie. Je suis un grand maître de la diplomatie. Et ça énerve les manipulateurs qui veulent parfois nous utiliser pour qu'on insulte, qu'on... Non, moi, je ne peux pas. J'ai dit, je suis une autorité morale. Si vous voulez aussi scientifique. Hein? Quand on a des publications de très haut niveau, une dizaine, c'est pas un jeu. Alors si je viens sur ma page, vous savez que qui me regarde? J'ai des enfants qui me regardent, et j'ai des jeunes, des mamans, des papas, des responsables, des chômeurs. Alors si je tiens certains discours, c'est pas normal. Mais comme vous êtes excité par les vues, allez chez les gens qui ont le CP là-bas. Bon, j'ai rien contre. Alors, je prends la question de Christopher Chimi. Que pensez-vous du traitement infligé au Cameroun en Guinée équatoriale? Votre avis sur les élections à la FECAFOOT? Alors, que pensez-vous du traitement infligé au Cameroun et à la Guinée? Je ne peux pas répondre, je n'ai pas les données.
Je ne vis pas là-bas. Je vais essayer de... Je vois des choses, mais je ne peux pas m'exprimer. Faut éviter d'être manipulé parce qu'il y a des réalités sur place. Il y a un contexte géopolitique. Vous ne savez jamais pourquoi un État prend des décisions. Moi, je respecte beaucoup la Guinée équatoriale. Le président Obiangema est un très grand leader, un très grand panafricaniste. Allez voir comment il a transformé les champs de cacaoyers en boulevard de liberté. Les Guinéens vivent bien. Les Guinéens ne vont plus en Espagne en exil. Vous ne verrez plus un Guinéen en exil. En Afrique, partout. Il y a quelques années, il venait faire le ménage au Cameroun. On avait une dame, moi je me rappelle, qui était de la Guinée équatoriale. Ils faisaient des petits boulots, ils venaient, mais ils sont en train de se développer, ils travaillent. Alors, si on a expulsé des Camerounais alors que c'est des peuples frères, il faut que je vous rappelle que toutes les langues parlées en Guinée équatoriale sont parlées au Cameroun. Je dis toutes. Que ce soit le Bobi, que ce soit le Kwashio, les Bissio, que ce soit les Makina, que ce soit les Fang, les Ntoumou, les Vaï, que ce soit... Donc, moi, je connais bien. C'est un même pays, c'est un continuum, l'île de Fernando Po. Quand vous êtes à Malabo, vous êtes à 15 minutes de Douala. 13 minutes par vol. Quand le président nous envoyait souvent l'avion, on ne faisait même pas 10 minutes pour être à Malabo. Et les pêcheurs, quand vous êtes à Malabo, Limbé en face, tous les soirs, les pêcheurs camerounais viennent en Guinée, ils viennent pêcher là. Ils dorment là, le lendemain, ils repartent. Ça se passe comme ça. Et la langue la plus parlée à Malabo est la même langue qu'on parle à Limbé, Boya, tout ça. Et puis vous avez l'île Calabar qui est là, donc le Nigeria. Donc, moi je ne peux pas, je sais pas s'il y a des choses à dénoncer, c'est malheureux, mais je ne peux pas condamner, je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Alors, votre avis sur les élections à la FECAFOOT? Ben, je répondrai plus tard. Cette question-là, je vais essayer de voir ce qui se passe exactement à la FECAFOOT. Mais je vais vous dire déjà, Seydou Mbonjoya, qui est le candidat à la FECAFOOT, qui est le président de la FECAFOOT, c'est mon cousin, n'est-ce pas? C'est-à-dire sa mère et ma mère étaient des sœurs. Sa mère, Sita Rosita, c'est ma tante. Et puis de l'autre côté, Samuel, c'est mon cousin. C'est mon petit frère, mon cousin. Et c'est la situation dans laquelle la plupart des Camerounais sont. Il n'y a pas de Camerounais opposants en réalité. Parce que depuis 40 ans, depuis 1960 que ce pays existe, on s'est trop mélangé, on s'est marié, on a partagé, on a été à l'école ensemble, on a grandi ensemble. Il n'y a pas de tribalisme ni de fédéralisme communautaire. C'est pas possible. Tu ne sais pas qui est Camerounais. Et qu'est-ce que veut dire Camerounais? Donc sur ces élections-là, je donnerai mon avis, mais déjà je vais vous dire, le clan qui va gagner l'élection présidentielle de la FECAFOOT, c'est le clan qui va diriger le Cameroun demain, en 2025. C'est une bataille politique. Il y a le football, mais c'est une bataille politique. Est-ce que Eto'o est assez armé pour la politique? Il a fait d'énormes progrès, il s'est inscrit, il a un MBA, il a essayé d'évoluer, il soigne. Et puis tu as Mbombo Njoya qui est le fils du système, c'est le fils de Biya. Vous l'avez vu avec Franck Biya l'autre jour, ils ont grandi ensemble. Et moi, j'ai grandi au lac avec Franck. Euh, je pense qu'on avait le mur mitoyen quand son père était Premier ministre. Et donc, je les ai vus. Et puis, c'est deux Cameroun qui s'opposent. C'est ce que Pierre Bourdieu appelait l'habitus. C'est-à-dire, il y a une reproduction des élites en Afrique. Les colons sont partis, ils ont laissé les nègres sauvages qui étaient un peu civilisés. Donc, les nègres sauvages ont laissé leurs enfants et leurs enfants sont en train de laisser leurs enfants. C'est très dur la reproduction sociale au Cameroun. C'est pour ça qu'il faut saluer le parcours des gars comme Amogo Belinga, avec qui j'ai cheminé pendant longtemps, qui est mon ami et aujourd'hui qui est milliardaire. Voilà. Parce que lui, il faisait le pouce-pouce, il vient de nulle part. Mais c'est très dur dans nos pays en Afrique
de voir des self-made man. Enfin, je ne sais pas comment ça, je m'intéresse pas à ces activités, mais je dis, pratiquement aujourd'hui, dans tous les pays d'Afrique, quand vous regardez, c'est les parents de tel qui ont mis tel, qui ont mis tel, leur fils tel, leur fils. Je connais des ministres au Cameroun qui sont là depuis 40 ans. Et leurs fils sont déjà préfets et gouverneurs même. Et d'autres seront ministres comme leur papa, ministre dans le même gouvernement. Bon, c'est comme ça. Donc, Bombo Joya est le représentant de ce Cameroun qui ne bouge pas, de ce Cameroun des biberons là, bien gâté. Et puis, voilà. Et puis, Eto, à un moment, a cru qu'il fait partie du système, mais lui part de la base. Il est né en Vogada, le talent, il a brillé dans le monde, il a été reçu, Biya l'embrasse, il a soutenu le président, mais il ne fait pas partie de l'establishment. Quand les gars de Bastos, quand les petits gars qui fument la chicha là, hein, à 50 ans, et qui mettent les jeans là parce que papa a déjà construit la maison à Bastos, les villas et tout partout, ils n'ont pas le même destin qu'Eto qui doit transpirer. Ils n'ont pas le même destin que vous. C'est ces batailles-là. Moi, je regarde la fête sur le plan stratégico-politique. On laisse même le football. Donc, Eto se retrouve aujourd'hui comme le vrai Camerounais, celui qui part de rien. Mais est-ce que le vrai Camerounais qui part de rien a une place dans cette société aujourd'hui? Enfin, je pose ça à tous les pays d'Afrique. Est-ce que l'Africain qui vit à Dakar, qui vit à Abidjan, qui vit au Congo, qui vit... Est-ce que quand tu sors du village ou du quartier ou de ceci, tu as la chance d'exister? Moi, je ne peux pas me plaindre. Je suis issu d'une société, on va dire, moyenne. Mon père faisait partie de l'élite quand même. Mais mon grand-père était déjà dans... mes parents, c'était l'élite aussi. Je suis fils d'enseignant. Ma mère était enseignante. Et mon père, un technicien supérieur. Donc, mais combien de gens partent du quartier pour arriver au sommet? Et c'est pour ça que nous, on entre en politique. Parce que même en France, la Révolution française, c'est pas les pauvres qui en étaient conscients. Ils souffraient, ils manquaient les patates et tout, mais c'est les Danton, les Robespierre, c'est les élites, les Montesquieu, c'est les savants qui ont commencé à dire non, on peut pas laisser le peuple souffrir. C'est pour ça que nous, on peut faire des engagements. On n'a pas faim. On n'a pas faim. Si vous prenez quelqu'un qui a faim, parce qu'il vient pleurer avec sa maigre tête à côté de vous, faites attention. Quand il va commencer à manger, il va vouloir être reconnu parmi les... Donc, il va... Donc, je vous ai dit que Bourdieu appelait ça l'habitus, une reproduction sociale, des classes sociales, n'est-ce pas? Bourdieu qui est considéré comme l'un des pères modernes de la sociologie. Les Jean Kelevich ont écrit là-dessus. Bon, nous-mêmes, on a eu les Mbia qui ont écrit dessus. On a des vrais penseurs de la société. On n'a pas besoin de lire Jean Kelevich pour comprendre que les pays, surtout les nouveaux pays comme nous, là, en Afrique, on ne laisse pas la place aux pauvres. C'est maintenant, je ferai une vraie analyse là plus tard, après les élections. Je donnerai vraiment mon avis. Pour l'instant, j'essaie de répondre, de vous présenter un peu les facettes, mais c'est très compliqué même pour Samuel d'exister. Il croyait qu'il a des amis. C'est pas parce que tu es reçu à la présidence que c'est tes amis. Le gars qui a la présidence, c'est le fils de Biya. Là, tu te filmes avec le fils de Biya, Mvondoayolo. Mvondoayolo, son père, était le plus riche vendeur de cacao au Cameroun. Il a aidé le président Biya à payer ses études. C'était les enfants, c'était les petits frères de Biya. Et donc, quand Biya a besoin d'un homme de confiance pour la fin de son service, il appelle le premier fils de son mentor. Donc, c'est pas des gars qui viennent du quartier. Personne ne vient du quartier dans ces milieux-là. Il faut pas mentir. Et dès que tu viens entrer dans leur cercle, même si tu as les milliards. Moi, j'ai souvent vu des scènes. À Bastos, quand on retrouve souvent quelques amis d'enfance, on est là, les gens, les nouveaux riches là, les gens se moquent de vous. Même si le gars vient avec 1 milliard, il garde les voitures, on sait qu'il est mal habillé. Même s'il donne à boire à tout le bar, à toute la boîte, on ne va jamais l'accepter dans le cercle. Ces cercles-là sont très racistes.
sont très, pas tribaux, ils sont très fermés. Ces cercles-là, ces reproductions de fils de, qui sont parfois très médiocres, n'acceptent pas, même si tu leur offres le chat, tu n'es pas avec eux, tu n'as pas été à Leclerc, tu n'as pas été à Vogt, tu n'as pas été à, je sais pas, leur collège là, tout ce que tu veux. Là, les Voctos ont une association. Donc, si tu n'as pas été, c'est comme à Douala à une époque, tu n'as pas été à Liberman, tu n'as pas fait Joss, mais voilà, tu n'as pas fait Saker, voilà, on ne peut pas te reconnaître. Donc nous, on connaît un peu, à peu près, on se connaissait un peu. Tous les gars du lycée Joss, du lycée de Liberman, de tous les... Il y a une petite élite qui est plus raciste. C'est comme les enfants qui font les écoles françaises au Cameroun ou en Afrique. Quand vous êtes à Douala, à Dominique Savio, les Noirs là sont plus racistes que Marine Le Pen ici. Ils sont racistes envers les autres Noirs comme eux. Quand vous êtes à Fustel, à Yaoundé, mais moi j'ai des enfants, j'ai des neveux, tu les écoutes parler, ils savent pas qu'ils sont noirs. Et ce n'est pas un jeu, parce que c'est quand ils viennent en France, ils vont rentrer, ils auront un petit poste sans concours, ils vont entrer à l'ENAM, à ceci, il y a toujours un peu de corruption qui les remet quelque part, on les case toujours dans un bureau quelque part, et ils commencent à reproduire les mêmes habitudes, peut-être même avec moins de talent que leurs parents. Donc, le match qui nous intéresse dans cette histoire de l'Africa Foot, merci pour la question, c'est un match qui n'a rien à voir avec le terrain de football. C'est un match politique. C'est un match extrêmement virulent. Et maintenant, tu vas encore ajouter maintenant la métastase football. Tu vas ajouter la FIFA au-dessus. Bon, là, je ne m'exprimerai pas sur la FIFA. Hein? Alors, donc, je prends toutes les questions. C'est intéressant ou pas? Vous savez, le soir, comme ça, au lieu de perdre le temps à danser, on a déjà trop de... Vous avez dansé hier, avant-hier, avant-avant-hier. Le dimanche soir, on peut réfléchir en bonne personne, n'est-ce pas? D'ailleurs, je mets le numéro, hein. J'ai envie vraiment je me sens utile quand je réponds aux bonnes questions. Vous avez dit que nous sommes dans un régime conservateur, et toi doit avoir la popularité, mais son arbre généalogique, au système. Mais, oui, mais Eto n'est pas de leur système. Il n'est pas de leur système. Eto n'est pas voilà, il faut, et lui-même, il sait qu'il n'a, personne ne l'aime là-bas. Hmm. Mais si c'est pour mon avis propre, j'en parlerai. Alors, Chacha la bourgeoise, qui sera à la conférence du 4 décembre, qui nous fait l'honneur, c'est une grande dame, elle a beaucoup d'investissements dans le luxe, et voilà des gens avec qui je suis fier de cheminer, de présenter. C'est aussi l'élite. Alors, qu'est-ce que Chacha nous dit? J'ai toujours dit ça en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Mais bien sûr, en Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Tous les enfants d'eux sont d'eux, sont d'eux. La reproduction sociale, le coupé-décalé, c'est le quartier. C'est les enfants de la rue. C'est les enfants de Ouassakara. Hein? Le football. Donc, il y a des poches qui permettent à la société de laisser un peu les fenêtres pour qu'il y ait un peu, qu'on prenne des gens dans la boue. Mais après, on les accepte pas très vite. Hein? Alors, le guide Pépé vous ouvre son cœur et son téléphone privé pour une conversation publique. Conversation publique. Alors, vous avez mes numéros 06. Voilà. Il faut partager, n'est-ce pas? Vous pouvez appeler
Voilà, j'ai ouvert la ligne. Comme ça nous permet de... Les gens veulent comprendre des choses. You know? Il faut libérer la parole. Alors, il faut aussi dire que ces gens-là, malgré leur argent, n'ont pas de code. Alors, je réponds aux questions. Hein. Euh, Thierry Moussongo, d'ailleurs, tu dois commander ton livre. C'est quoi avec toi, Thierry? J'ai lancé l'académie avec qui? Alors, Kimora me pose une question très simple. S'il vous plaît, expliquez-moi d'où vient l'expression Akeva. L'expression est propre à vous. D'où vient son essence? Akeva veut dire la gratitude. Pourquoi vous dites Amen? Pourquoi un nègre dit Amen? En boulou, ça veut dire merci, n'est-ce pas? En batanga, ça veut dire merci. Au Congo, chez les Mienais, au Gabon, ça veut dire merci. Hein? Dans le Litouri, ça veut dire merci. On dit Akewa. Akeva. Donc, Akeva, c'est le nom de mon académie. J'ai une école ici. Les Noirs, on va pas étudier toute la vie chez les autres. J'ai créé une école ici en France, une académie qui s'appelle l'Académie de la vie augmentée. Donc, chacun a une vie. Mais si tu veux vivre juste comme ta vie, comme on t'a donné au départ, tu auras une petite vie. Mais tu peux l'augmenter en nourrissant la tête, en participant, en te formant, en te développant. Tu peux aussi augmenter ta vie en mâchant un bout d'écorce. Hein? Et qui est, il y a des choses qu'on ne doit pas montrer aux non-initiés ici. C'est la nuit. Hein? Nous sommes faits d'écorce. Nous, on n'a pas honte de notre culture. On ne ferme pas les autres cultures. J'ai une culture occidentale, j'ai une culture française, mais je suis un Africain. Je suis un authentique roi d'Afrique. Alors, euh, envoyez les cœurs massivement. Bonsoir Gérard Becker. J'ai ouvert le téléphone, hein, je vais prendre plus de questions parce que j'ai l'impression de ne pas prendre toutes les bonnes questions. Attends, il y avait une question de Moussongo. Hmm. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. On parlait de la reproduction des classes. Oui, en France aussi, c'est la même chose. Bon, si vous voulez prendre le cas de la France, euh, ben, c'est la même élite qui dirige. Hein. Quand vous faites une grande école en France, vous voyez qu'il n'y a pas, hein, il n'y a pas les fils de pauvres. À l'époque, à Sciences Po, Gérard Descoings, qui était le directeur, avait ouvert Sciences Po pour la banlieue avec 5%. On prenait trois petits, voilà. Mais c'est très fermé. L'ENA, c'est fermé. Les Noirs dansent. Les étrangers, les émigrés, les pauvres, qu'ils soient blancs ou noirs, n'ont pas accès à des bonnes études. Et les enfants des pauvres aussi n'ont pas accès aux études. Parce que l'enfant du pauvre va venir vendre la drogue, va vite faire le rap, va essayer vite d'acheter la voiture volée, va essayer de gagner vite sa vie, va faire... Les enfants, l'élite prépare leurs enfants à diriger demain. Il faut préparer vos enfants au leadership. C'est pour ça que quand je fais des conférences au Georges V, comme le cas de... C'est pour que les parents pauvres, là, venez même avec vos enfants, vos jeunes filles, vos jeunes garçons, pour leur dire, voilà un homme qui est un chemin. Voilà quelqu'un qui est passé par toutes les difficultés, mais qui est arrivé au sommet. Je suis au sommet de ma vie. Et je suis fier. Peut-être pas en termes de milliards. Comme les gens se moquent de moi que tous mes amis sont milliardaires. Je ne sais pas si être milliardaire, c'est une finalité. Quand les portes de la prison vont s'ouvrir demain, ne venez pas crier. Je préfère avoir une vie rangée, disciplinée, une vie transparente, une vie de service, une vie de bonheur, une vie où je vois mes enfants, je suis honnête, je me balade, que d'avoir une vie où je gagne des marchés publics bizarres et puis après la police. Voilà. Dès que le régime change là, les gens vont mourir en prison. Il faut faire très attention. Alors, donc, le choix pour Eto, bon, vous pouvez appeler, hein, j'ai mis le numéro, je ne sais pas s'il faut l'épingler. Je vais essayer de... Attends, on dit épingler, hein? On dit épingler, non?
Voilà. Qui veut le livre là? Becker. Becker, tu peux déjà faire ton PayPal pour le livre. Tu connais les codes. Mes livres ont un seul prix. Hmm? Qui parlait du livre là? Bon, je reprends d'abord le... Alors, il y a une question là, attendez. Le choix pour Eto Unjoya a-t-il une influence politique et quels sont les enjeux et les ramifications? Mais je viens de répondre. Je ne veux pas trop, je ne donnerai pas mon avis personnel, pas ce soir. D'accord? Je vous ai dit, je vous ai présenté la situation. Oui, c'est politique. Le football génère tellement d'intérêt. Dans les pays pauvres comme dans les pays riches, surtout dans les pays pauvres, le football est une arme politique pour endormir le peuple. Quand on veut changer la constitution, on remplit le stade. Quand le peuple crie là-bas, bois 3 bières, 3 Guinness, on change vite la constitution et les gens s'en foutent. On baisse les salaires, on remplit les stades. N'est-ce pas? Donc, il faut comprendre que rien, c'est pas un jeu, la vie. Hein? Donc il y a beaucoup d'enjeux, il y a même plus d'enjeux qu'à l'élection présidentielle. Cette élection de l'Africa Foot là passionne, les enjeux sont plus stratégiques même que l'élection présidentielle au Cameroun. Ça, je vous confirme. Il y aura des morts dans cette histoire-là, telle que c'est parti-là. Mais moi, je suis pris entre deux, comment vous allez dire, deux feux. On me demande mon avis. On me demande mon avis. Voilà. Je vous ai dit que l'actuel président Seydou Mbonjoya, c'est mon cousin. Sa mère, voilà, c'est mon cousin direct. C'est mon frère. Samuel Eto'o aussi, c'est mon frère. C'est même mon petit frère. On est du même village. C'est compliqué la politique en Afrique. Et puis, pour la petite histoire, je n'ai jamais vu un homme talentueux comme Samuel. Quand j'étais en terminale au lycée, on a fait le même lycée Samuel, j'étais en terminale, Samuel était en 5e. Il avait 13 ans, 14 ans. Il était un enfant. Donc, les gens qui ont voulu polémiquer sur son âge, les Mourinho, c'était la jalousie, quoi. Quand un noir est au sommet, il méritait le ballon d'or, il faut le détruire. Non, Eto'o n'a pas pu tricher. Moi, j'étais en terminale, et je vous dis que j'étais jeune. Eto'o était en 5e, dans le même lycée que moi. Et déjà là, il allait jouer, comment vous appelez ça, au sucre ou des trucs comme ça. Et il jouait avec les vieux de terminale. C'est comme ça que tout le monde connaissait Samuel. Et il a commencé à jouer en D2 à venir. Un club de division 2 étant en 5e. Incroyable. Un talent. Il n'y a que Mila au Cameroun. Au Cameroun, si tu enlèves Mila, tu enlèves Abega, tu enlèves Bidarantes, il n'y a jamais personne qui atteint le niveau de Samuel Eto'o fils au football. Ça n'existe pas. Peut-être les mamas Jean-Louis, les mamas des petits génies comme ça, les Niemmawa, Dynamo, mais ça c'était le football villageois. Mais je dis, la lumière, quand tu regardes Samuel, et ça nous manque à l'équipe nationale aujourd'hui, Samuel c'est la génération des Drogba, hein, on n'en crée pas 10. Il y a toujours 2 comme ça pour une période, comme Lionel Messi et Ronaldo. Eto'o était dans le monde des 3 meilleurs footballeurs ou 4, tu as Messi, Ronaldo, Eto'o, Ronaldinho. C'est ça, voilà. Donc, quand tu as un joueur comme ça et qui arrive, normalement, ça devait être une formalité, mais c'est là où l'élection devient très compliquée. L'Afrique est compliquée. Me voici en train de vendre les livres en France. Vous croyez que dans un pays normal, avec mon parcours, de premier de la classe, de petit travailleur qui ne lâche jamais, vous croyez que ma place, c'est de vous faire les directs à 23h ici, au lieu de signer les textes. Mais il y a des gens qui occupent nos postes qui n'ont aucun mérite là-bas. Il y a des gens qui ont bloqué nos destins. Il y a des gens qui sont assis sur les carrières. Il y a des gens qui ont poussé les autres à l'exil. Il y a des gens qui ont poussé les autres à être vigiles ici, être soignants. Il y a des gens qui ont pris la place dans les bureaux et quand ils partent, ils laissent leurs petits-fils. Ils laissent même les femmes de leurs petits-fils.
Bon, bref, on n'est pas aigri, on réfléchit. C'est quoi les questions? Selon vous, face à ce système déjà vissé, quelle stratégie adopter pour démystifier ce système qui a trop duré et qui à la longue ne profite qu'à une minorité? Donc, craque, mais tu vas me... Non, 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 non. Ce soir-là, laissez-moi dormir en paix. Là, 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 je veux pas, je suis fatigué. Est-ce que vous avez déjà payé dans votre vie pour les choses? Nous, on s'est tellement engagé en politique et même avec nos maigres moyens, et quand vous perdez, même votre famille vous rejette. La médisance commence par votre propre famille. Vos amis vous abandonnent. Vous êtes à la rue. On détruit. Ta vie est foutue. Et là, je ne critique plus. Je ne critiquerai que quand j'aurai mes propres engagements à faire. Boca Junior, qu'est-ce qu'il dit? Il faut savoir qu'au Cameroun, j'étais le premier candidat à l'élection présidentielle déclaré. Et les Camerounais, j'avais écrit même un programme, tout un projet politique. Qui a lu? Même les médias même te ferment la porte. Tu sais, quand tu es avec les journalistes, ils deviennent jaloux de voir un confrère changer de statut. Ils ne supportent pas ça. J'ai des amis, des petits que j'ai fait recruter dans les télévisions au Cameroun. Ils préfèrent parfois recevoir un pousseur que de me recevoir. Parce que... Non, rassurez-vous, je ne suis plus à votre niveau. Je ne viendrai jamais vous voler le boulot. C'est moi qui vous ai recruté parfois, si vous êtes honnête. Et donc, je ne discute pas avec vous. Mais donnez la parole. C'est pour ça que j'aime la Côte d'Ivoire. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, regardez déjà la qualité de leur télévision. Peut-être il manque du contenu politique sur... On ne voit pas trop les penseurs, les chercheurs, mais leur télé n'a rien à envier au TF1, France 2, au CNN. Les gars sont modernes. La télévision ivoirienne, c'est de la haute qualité. Vous entrez dans un studio à la RTI, vous croyez que vous êtes sur France 2. Vous arrivez chez NCI, même la radio, vous croyez que vous êtes en France. Et ça, les pays africains, très peu de pays africains ont ce niveau. Peut-être l'Afrique du Sud, parce qu'il y a les Blancs là-bas. Ah oui, il y a la modernité là-bas. Peut-être les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, Tunisie et tout. Mais le reste de l'Afrique noire, les télés sont sombres, les contreplaqués, les chaises du quartier. Non, la Côte d'Ivoire est en avance. Et quand vous arrivez, vous avez du talent, on vous respecte. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, on vous donne la place. On ne regarde pas la nationalité. C'est pour ça qu'on crée souvent les débats. Tel est burkinabé, tel est... Mais c'est bête. Il faut être vraiment un communautariste, un tribaliste, un villageois pour réfléchir comme ça aujourd'hui. Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous voyez le monde entier là. Nous étions à l'hôtel Pullman. À 1 heure du matin, il y a un bar à l'étage. On descendait boire un petit verre. Il y avait au moins 300 blancs, 300 personnes qui venaient de partout. Les hommes d'affaires, les gens viennent débattre. Tout le monde vient d'un pays attractif. Le taux de remplissage des hôtels au Cameroun, c'est souvent 15%. 15%. Pour vous prendre un exemple. Les grands hôtels, hein, Novotel, tout ça là, Sawa, tout ça, 15%. À Abidjan, vous arrivez, le Pullman est plein à l'année. Euh, quoi encore là? Il y a quel hôtel là à côté du Pullman? L'hôtel Ivoire est plein. Il y a des spectacles là-bas toute l'année. Toutes les stars du monde viennent là-bas. Mais c'est un pays de Naomi Campbell. Tous les milliardaires vont en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'il y ait la guerre là-bas, à titre personnel, parce que je ne veux pas qu'on détruise là où l'Afrique commence quand même à respirer. Voilà. Mais beaucoup d'Africains n'ont pas ces mêmes sentiments. On aime la haine, la guerre. Il faut casser même le peu qu'on a là. Non. Quand on a les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Alors, le guide, je constate que le nouvel instrument pour endormir le peuple, c'est les réseaux sociaux, TikTok. Bon, Chimi, toi, tu m'embêtes avec tes questions. Le manque d'engagement, le peuple sawa quand l'avenir de Sada. Bon, peuple sawa. Oh là là. Bon, Ganke de Ganke. Akeva, mon frère. Merci.
Faut croire. Nos ancêtres ne peuvent pas nous laisser les écorces et nous, on est là, on s'amuse. Nos ancêtres ne peuvent pas nous laisser notre culture. Même si on embrasse les autres, même si on va à la rencontre des autres, quand tu sors déjà de ton village, tu es déjà dans le métissage. Tu vas embrasser la culture de l'autre, tu vas croiser une femme qui n'est pas de ton village, de ton pays, tu fais des enfants qui ont des yeux bleus, ils vont t'amener aussi une chinoise demain. Hein. Moi, j'ai des garçons ici, ils ont déjà la barbe comme moi. Un jour, si quelqu'un m'amène une japonaise ici, elle a les petits yeux. Vous voulez que je fasse quoi? J'aurai des petits-fils et japonais et sorciers d'Afrique et français. Donc, tout ça, c'est... Alors, la question, c'est quoi là? Attendez, c'est comme si j'ai reçu des appels. Si on est fatigué, on arrête, hein? On arrête ou pas? On continue. Mais partagez alors le direct. C'est vrai, c'est même quoi ça? Quand les gens ne disent rien de bon, ils sont à 10 000 vues. Vous êtes malade ou quoi? Moi, je vais vous donner des secrets. Si vous ne m'encouragez pas, hmm, si vous ne m'encouragez pas, alors, c'était quoi la question ici? Ah, Kragbe nous dit, c'est en quelque sorte la même problématique de la lutte des classes qui continue. Une classe dirigeante qui continue de diriger avec le même système empêchant aux autres d'exister. Mais depuis que le monde existe, je vais vous donner une fait, je vais vous le dire franchement, les enfants. Depuis que le monde existe, est-ce que vous avez déjà vu toute la bataille du monde, c'est la lutte des classes. Hein? Je l'ai écrit ici. Vous ne lisez pas. Attendez, attendez, attendez. L'Afrique et son cancer du côlon, c'est une œuvre. Bon, écoutez. Dans le chapitre 15, la libre circulation en question, je ne sais pas si vous voyez, pour celui qui me parlait des relations en Afrique, j'ai fait toute une thèse là-dessus. Ah, la libre circulation en question. Circuler, il n'y a rien à voir. Ben c'est ça. Hein. Attendez, attendez. La lutte des classes, je vais vous, je vais vous prendre un petit extrait de la lutte des classes. La lutte des classes. Bon, on trouvera peut-être plus tard. Vous savez, quand on parle déjà de lutte, quand on parle déjà de lecture, l'Africain, il dit, donc, quittons vite ici. Ah, mais comment vous voulez vous développer si vous ne maîtrisez pas la pensée? La pensée, c'est dans les livres, c'est pas dans le bavardage. Hmm? Tous les gens qui sont intellectuels là en Afrique ont lu les livres de Victor Hugo. Hein. Euh, Si tu ne lis pas, tu ne peux pas te développer. Alors, le chapitre 7, la lutte des classes. Ça, c'est pour répondre à, je sais pas qui là. Tout petit, j'avais déjà fini par comprendre que l'équilibre de la vie ne tient qu'à la lutte des classes. Déjà qu'il faut les faire, ces classes. Que pour partir d'une classe inférieure à une classe supérieure, fallait être parmi les meilleurs. Même si la notion de meilleur chez nous se diluait très souvent dans du médiocre. La relation incestueuse entre le meilleur et le nul, entre le nul et le médiocre au fil des années, était devenue banale. C'était loin d'être un délit. Au fil des ans, la corruption, le favoritisme, la tricherie à grande échelle avaient fini par faire son lit chez nous. La faute à l'élite, la faute à ceux qui, en s'élevant, ont oublié de se débarrasser de leur sac de pierre,
de leurs vieilles habitudes de petits broussards d'avant-hier, de boursiers d'hier et de petits ethnofascistes, tribalistes et pauvres pilleurs des caisses de l'État d'aujourd'hui. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Nos pays croupissent dans une misère systématique et systémique aujourd'hui à cause d'eux. Sans risque de se tromper, disons-le à haute voix, nos élites nous ont tués. Ils ont tué l'espoir, ils ont assassiné nos lendemains. Maintenant, je comprends pourquoi les jeunes de Logbatindi, mon petit village de la forêt, bradés par l'élite et l'État aux multinationales pour des cacahuètes, des visas suisses et des comptes faussement bourrés de faux chèques, les jeunes de Logbatindi m'interpellaient en me lançant à la figure. C'est vous, désormais, nos élites dans ce village. Vous savez, dans mon village, on ne dit pas élite, hein, on dit élite. Parce que on dit que l'élite, c'est ceux qui luttent. Ils passent le temps à lutter pour les postes, les privilèges et tout. Bon, bref. C'était juste une petite note de lecture. Vous pouvez les commander, les livres. Je suis pas un très bon lecteur. Alors, la question, c'était quoi? Il y a une question là. Priska Malanga, bonsoir Nkoukouma, bonsoir Priska. Alors, que pensez-vous de la revendication du peuple Sawa de Bonanjo qui lutte contre la destruction, contre la construction d'un hôtel au détriment des natifs déguerpis de leur village sous prétexte d'utilité publique? Oh, encore les problèmes de tribalisme. Ah, c'est compliqué. Alors, vous avez d'un côté des gens qui veulent la République, qui veulent l'État, et d'un autre côté, des gens qui veulent rester dans leur village. C'est le paradoxe en Afrique, dans tous les pays. Quand vous arrivez à Abidjan, la lagune Ébriée, ça appartient aux Ébriés. Abidjan appartient à un village. C'est des communautés de villages, c'est des petits villages. Mais j'ai vu quand même que le président Ouattara a utilisé une formule quand même terrible. On est en train de moderniser les villages. On fait passer l'infrastructure, les routes, les ponts, tout ça, les écoles, la lumière, l'eau. Et puis on dédommage les gens pour libérer l'espace, parce que c'est Abidjan. Alors, soit vous voulez que Paris, si les gens qui avaient les terres à Paris, les Francs, les premiers Parisiens, c'est eux qui étaient les Francs. Si on n'avait pas laissé les Francs céder les champs, c'est que Paris n'existe pas aujourd'hui. Cet effort-là, il faut accepter le faire à un moment. Et c'est des zones qui tombent dans la DUP, le domaine d'utilité publique. Je vous prends un exemple. À Kribi, le port de Kribi, le port de Grand Batanga, on dit Grand Batanga. C'est dans mon village. L'État a pris la responsabilité de prendre toutes ces terres. C'est ces terres. Et nous, on a aussi laissé, parce que je veux voir le développement. Je ne peux pas être à Paris et vouloir me balader avec mes terres. Mais il faut bien qu'il y ait le port. Il faut bien qu'il y ait les usines. Il faut bien qu'il y ait quand même la vie. Je ne sais pas. Mais c'est là où la politique doit être, pas pour inciter au communautarisme, mais pour amener les gens à comprendre, à accompagner le développement. Bon, là, vous me parlez, je ne connais pas le projet, l'hôtel. Bon, je ne sais pas si c'est... Je n'entre pas dans le fond, mais je suis Sawa profondément. Bonanjo, c'est chez moi. Pour ceux qui connaissent la vallée de la Besseke, là, c'est là où on fait le Ngondo. Mais on a donné ces terres-là à l'usine de Simancam, de tout ça, et récemment même au Nigérien Dangote. Mais parce qu'il faut l'usine. Entre garder la terre, parce que c'est mon village, et donner l'usine à Dangote qui est un milliardaire, qui embauche 5000 Camerounais, je ne veux pas bloquer 5000 Camerounais et l'usine, l'économie, parce que c'est mon village. Est-ce que vous comprenez un peu? Il faut être très tactique là-dessus. En même temps, il faut comprendre ceux qui n'ont que leur bout de terre. C'est leur dernier petit pouvoir. Mais à un moment, il faut lâcher aussi. Enfin, je sais pas. C'est là où la politique cherche à trouver le consensus. N'est-ce pas? Voilà. On cherche à trouver le consensus en politique.
Mais on n'a plus de grands politiciens aussi. On n'a plus de grands négociateurs, des gens qui inspirent la confiance. Tous les politiciens aujourd'hui, on vous dit, c'est des voleurs. Le gars peut venir là, il dit, donnez-moi les terres, on veut faire l'usine, alors que lui, il a pris l'argent, il met dans la poche. Et c'est souvent l'élite qui fait ça. Ils viennent de Yaoundé là-bas, ils ont déjà pris l'argent, ils sont en train de manger, ils boivent, et ils viennent dire aux villageois, Biya a dit. Et bon, les gens veulent comprendre. Un peu de transparence. Euh, alors, quelles sont les autres questions? J'espère que vous êtes content. Est-ce que vous êtes content? Bonsoir, princesse Zouli. J'espère que vous êtes... Moi, je fais mon travail, hein. Ganke nous dit, aucune classe n'empêche à l'autre d'exister selon moi. Ce sont des processus de cause et effet, c'est-à-dire que chaque acteur est dans sa structure et se bat pour maintenir ce que Bourdieu appelait la position sociale. Exactement. Il a bien fait ses classes. Il a fait ses humanités, hein, Ganke. Les enfants de pauvres demeurent pauvres et les descendants de familles riches demeurent dans la protéine matérielle. Je pense que les mécanismes sont observables si l'on fouille dans l'inconscient collectif. Il y a des choses qui sont mises en œuvre pour faire perdurer chaque phénomène, pauvreté, richesse. Le sociologue Pierre Bourdieu appelle ça l'habitus. Bon, bravo. Je pense que j'avais déjà parlé de ça un peu, mais là, tu as bien fait ton développement. Alors, mais on n'est pas... Pourquoi je fais des conférences? Pourquoi je fais des directs? On n'est pas riche, on n'est pas pauvre, on n'est pas esclave, on n'est pas maître, on devient pauvre. Vous savez, un enfant naît, il sort du ventre de sa mère, en 8 mois, il commence à parler une langue. Il n'a été ni à l'école, ni nulle part. Les premiers mots, il commence à parler une langue. Ça veut dire que tout est déjà en nous. Est-ce que vous comprenez la force là? C'est très fort ce que je dis là. Il n'y a pas de pauvre. On devient pauvre. C'est pour ça que parfois quand les médias disent les pays pauvres ou les enfants pauvres, c'est une injustice. Il faut refuser qu'on ne met pas l'étiquette sur quelqu'un. Par contre, c'est ce que vous allez faire de votre vie qui va vous maintenir en bas ou en haut. Et on sort par les médias et l'école, donc par l'éducation. Il n'y a pas de magie dans la vie, c'est l'éducation. Évidemment, les parents riches ont plus de moyens pour payer une bonne éducation. Je vous dis, je suis en face d'une école juive ici. Je suis sûr que ces enfants-là sont des génies. Ah, dans 20 ans, c'est eux qui vont diriger la France, comme leurs parents. Je vois, je vais donner souvent quelques conférences. Je vais commencer à aller faire des enseignements là-bas à partir de l'année prochaine. Mais c'est du très haut niveau. Quand vous voyez même la tenue des enfants, vous sentez qu'on forme les patrons. Ah, il n'y a pas de fils de pauvres là-bas. Ah, qu'ils soient blancs ou noirs, c'est une école d'élite. Alors, aujourd'hui, vous avez Internet, vous avez les réseaux, vous avez ceci. Cherchez, vous avez les gens comme nous, on donne du savoir. Venez, prenez, inscrivez-vous, demandez, lisez, écoutez. N'est-ce pas? Il n'y a pas de pauvreté. Même le CFA, je vais donner une vraie conférence d'ailleurs le 4 février pour expliquer aux gens que c'est fini. On bascule aujourd'hui dans la démonétisation, le virtual wallet. Le porte-monnaie virtuel, ça veut dire que l'argent circule dans le monde entier, sur le téléphone, sur l'application. La dernière fois quand j'étais au Cameroun, je n'ai pas utilisé un billet de CFA. J'ai payé mon hôtel avec le porte-monnaie, avec mes cartes. J'ai payé presque tout avec les cartes. Tu as l'euro, on te change, tu as le dollar, on te change ça en route. C'est fini. Donc, la crypto-monnaie est en train aussi de venir changer
les mentalités financières. Les transactions sur Orange Monnaie, c'est Momo Monnaie, des trucs comme ça. Donc, c'est déjà la crypto-monnaie. C'est fini, là. Donc, il n'y a plus une monnaie qui serait une réserve pour brutaliser les gens. Donc, nous pouvons changer. On ne naît pas pauvre, on devient pauvre. Et on devient pauvre en venant avec une mentalité de pauvre. D'accord? Voilà Cyril Nzonzon, qui est mon fiston. Il n'a même pas, je sais pas s'il a 25 ans, il a déjà construit sa maison. C'est un entrepreneur, c'est mon fils, formé par moi-même. Il a déjà une villa, il a construit chez lui. Il a habité avec moi, c'est mon fiston. Je l'ai encadré, l'école, tout ça. Et il a compris comment à Keva Bank, comment les business marchent. Il fait ses affaires. Voilà. Il fait de l'élevage, il a ses entreprises, il a ses trucs. Et il a construit sa maison à 25 ans. Donc, on n'est pas... Ne vous laissez pas abattre par ce genre de discours. Il n'y a pas de pauvres. Et évidemment, celui qui n'est pas allé à l'école a plus de problèmes dans la vie. Pour comprendre, ne serait-ce que pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que les gens sont brutaux. Quand quelqu'un est brut, c'est parce qu'il n'a pas les mots pour dire. Il ne peut pas comprendre. Il n'a pas le discernement. Et ceux qui sont très croyants, ceux qui prient, les veines sortent sur la tête. Et ceux qui suivent les pasteurs aussi, qui crient, les veines sortent sur la tête. Parce que c'est la pauvreté. C'est la pauvreté qui est... On dégage une pauvreté comme ça, et sur tous les plans spirituels, politiques, économiques, évidemment, et social. Voilà. On est d'accord? Bon. Le direct si est bon jusqu'à. Mais je pense que je vais vous abandonner bientôt. On arrête là comme ça pour aujourd'hui. J'ai encore... qui a commandé le nouveau livre là? Becker. Ok. Attendez, pour les livres, il y a déjà 2 livres de Hortense. Voilà, il faut noter. 2 livres de... Ouais, Eboa. Alors, Roxane m'écrit: les élites et les chefs traditionnels Sawa sont ou seront-ils responsables du manque d'engagement, développement social du peuple Sawa quant à l'avenir de sa descendance? Qu'est-ce que vous appelez même peuple Sawa? Il faut arrêter. C'est pour ça que vous-même, les Africains, écoutez-moi bien, cessez de réfléchir en termes de tribus si vous voulez que l'Afrique se développe demain. Il n'y a pas plus Sawa que moi là. Mais je ne peux pas à Paris m'identifier comme un fils Sawa. Vous êtes des Camerounais. Et chaque Camerounais doit faire un effort dans son domaine, dans son village, à céder la place à l'autre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pays. On a un regroupement de villageois et c'est pour ça qu'on favorise des théories comme le fédéralisme, des trucs comme ça, le communautarisme, c'est le tribalisme déguisé. Ça n'a aucun fondement sérieux. Quand on veut développer un pays, on parle de planification. Un point trait. On ne parle pas de regrouper les gens selon leur forme de tête. Ça va vite vers la dérive, là. On dit comment gérer un pays avec la planification. C'est pour ça que j'aurai un débat sérieux avec l'auteur de ce pamphlet-là. Et s'il a le courage de débattre. Parce qu'on connaît les gens au Cameroun toujours en train de fuir. Alors, il y a une question que je n'ai pas bien vu la question. What is the question, please? Dis donc. Allons dormir, non? Vous n'avez pas de sujets à faire? Hmm?
Hmm. Oui, les pauvres prient avec les veines sur la tête. Ah, vous voyez, ils ferment les yeux fort. Et leurs pasteurs aussi ont les veines sur la tête, les bouches inclinées. Et la laine qui dégage fort, parce qu'il faut qu'ils convainquent. Il faut qu'on achète leur huile d'olive. Alors, Pierrot Fonchima Pierre, bonsoir. Il y a les meilleurs dans nos pays africains, mais les systèmes politiques du père au fils a tout détruit. L'avenir et le destin de la jeunesse, dans un pays comme le Togo, où l'impunité, la corruption, la nationalisation des biens publics est s'éterniser au pouvoir, l'objectif au détriment de l'éducation, la formation de la jeunesse. Mais alors, mais pourquoi vous venez pleurer? Déjà, il y a une situation qui m'amuse au Togo. Et il y a des mains, on a quand même tué les Gilles Christ Olympio là-bas. Hein. C'est coup d'État. Hein. C'était les révolutionnaires. Alors, Eyadema arrive, c'est le plus produit de la France-Afrique. Et puis, le président qui est là est jeune. Mais il a son propre frère qui s'appelle Kwacha Yansimbe. Il est en prison. Ça va faire plus près de 10 ans. Son propre frère. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a arrêté son propre frère. Donc, le peuple togolais, c'est-à-dire, le gars arrive au pouvoir, son propre frère, le même sang. Il s'appelle Eyadema comme lui. Il prend son propre frère, il met au sous-sol enchaîné. Comment vous voulez donc vous voulez que les gens vous regardent comment? Hein, mes frères du Togolais, du Togoland. Et foin. Et les gens ne savent pas que le Togo, le Bénin, le Nigeria et le Cameroun, tous ces pays-là, même le Ghana, c'est les mêmes. J'ai Maki Claude, Maki Sam, qui était un Ghanéen d'origine, qui a grandi à Douala, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande communauté de Dahoméens là à Douala. Quand on parle de peuple sawa même, il faut être très, très... Tout Aqua que vous voyez là, Kumasi, voilà, c'est le Ghana. Hein. Aqua là, c'est les familles du Togo, de Sierra Leone. Ils sont venus on les appelait les Dahoméens à l'époque. Ceux qui portaient les choses, les blancs sur la tête. Donc, c'était même des nègres un peu évolués. Et après Bonanjo, où il y avait l'élite, les colons, les blancs, les premiers qui étaient à côté en bas, c'était les Dahoméens. Toute l'Afrique est organisée comme ça. Les colons prenaient le plateau de la ville, le plateau Jos, dans le cas de Douala. En bas, ils mettaient leurs porteurs et puis les indigènes restaient là-bas. Et donc, quand vous arrivez au Togo aujourd'hui, il y a des Ékoués. Ékoué, c'est dans ma famille. Vous connaissez le professeur Tétanier Ékoué, le plus grand pédiatre d'Afrique, du Cameroun. Tétanier Ékoué, c'est mon oncle. Et Ékoué, c'est un nom du Togo et du Bénin. C'est le nom qu'on donnait à l'aîné de la famille. Donc, moi-même, si on va fouiller, même chez nous tous dans nos familles, là, nous venons après une génération peut-être de très loin. Il y a un autre nom, l'Egbané, le petit frère, écoutez bien, le petit frère de mon grand-père, le père de mon père, le dernier, il s'appelle l'Egbané. Le grand chef L'Egbané Nkam, depuis Manyanya Moukoko, mais L'Egbané Nkam, et puis L'Egbané est le nom du dernier petit frère de mon grand-père. Et L'Egban, c'est un nom béninois. Tapez sur Internet. Alors, quand vous tombez c'est parce on manque dans nos familles, on ne sait pas dire la vérité. Et je vais vous faire une confidence. Voilà. Vous voyez, L'Egbané, Laurent, bienvenue, bon, président de la holding Capital Financial. L'Egbané, c'est le nom qui vient. L'Egbanen ou l'Egbanais, c'est compliqué, on ne sait même pas qui on est. D'accord?
Ambassade d'Israël l'a chargé. Bon, attendez, c'est les noms, l'Egban, c'est les noms qui viennent du Bénin. Alors, est-ce que nous sommes béninois? Bénin et Nigeria. Voilà. Donc, vous tapez, vous faites des recherches, vous verrez. On vous dit que c'est un nom qui vient, qui est au Nigeria, au Bénin, au Cameroun, parce que tout ça, c'était la côte africaine en réalité. Quand on dit golfe de Guinée, c'était vraiment le golfe où les gens, les pêcheurs, là, déambulaient. Hein. Et d'un autre côté, moi, j'ai souvent vu des pêcheurs partir de mon village et puis ils se sont retrouvés au Gabon. Ils se perdaient, ils se retrouvaient en Guinée et ils revenaient. Donc, c'est cette Afrique morcelée là aujourd'hui, colonisée depuis la conférence de Berlin, qui est notre héritage aujourd'hui et qui est la base de nos problèmes. Alors, les Sawa qui se revendiquent Sawa de Bonanjo, si vous fouillez bien là, beaucoup viennent du Togo là. Beaucoup sont béninois aussi. Beaucoup n'ont même pas le droit de parler parce qu'ils sont pas différents des autres qui viennent de l'Ouest et qui sont venus là. C'est juste parce qu'ils sont peut-être les premiers à être là. Mais être le premier ne veut pas dire que c'est à toi la terre. La terre, c'est pour ceux qui viendront demain. On la préserve pour nos enfants, nos petits-enfants. Et ça, il faut une éducation politique en Afrique. On est d'accord? On arrête ou pas? L'honorable Libi Lingué Ngué, qui est mon jeune frère, je pense qu'il va encore l'assumer. Il m'a toujours appelé grand frère avec tous les honneurs. Et je lui rends ce respect. Il fait une brillante carrière. Bon, on va pas revenir là-dessus. Hein. La nature ayant horreur du vide, il a réussi à s'imposer là où nous, on a peut-être échoué. Alors, donc, mais il a écrit un livre qu'il faut totalement questionner. Il faut questionner ce livre. Non, non, si c'est mal, on ne peut pas. Peut-être il faut comprendre d'où vient. Il faut comprendre. Il faut comprendre ce qui. Mais je suis juste déjà déçu par l'intitulé parce que schématiquement, je suis un écrivain. Donc je connais, je sonde la mentalité. Hein. Il faut anticiper. Nous, on peut faire une lecture. Je peux faire une lecture crypto-linguistique de son œuvre. Et sémantique et sémiotique même. Donc, c'est des idées qui sont dangereuses. Voilà. Comme il sait aussi surfer sur cette dangerosité, on verra. Mais il faut que je cause, qu'on échange lors d'un débat, si j'ai le temps aussi. Alors, Rossane, est-ce vrai que les Bamoun et les Bamileke, les Bafioré, mais bien sûr, mais vous n'allez pas, on va pas, on va pas reprendre. Écoute, la plaine Tikar, Charienne, là, le royaume Bamoun s'arrêtait jusqu'à Kekem. C'est pour ça que Kekem et Kekem, Manjo, c'était les champs de Douala, hein, de Mandécibel, le King Mangabel. Donc les champs se côtoyaient. Les Bamoun et les Sawa étaient déjà. Quand vous êtes à Deido aujourd'hui, à Douala, la plus grande communauté à Deido, c'est les Bamoun de peut-être la troisième, quatrième génération. Et puis évidemment, c'est la première chefferie à Fessap, à Bafoussam, c'est un fils de Charayen qui est parti là-bas, c'est un Bamoun, c'est les Bamileke. Et puis, les Bafia, on les appelle, les Bamoun les appellent les Mandjara. Même dans le nord-ouest, tout le nord-ouest là, c'est les mêmes peuples, hein, les Tikars, hein. Vous êtes en Gambé Tikar, tout ça là, il n'y a pas plus de 5 groupes ethniques au Cameroun. 5. C'est comme ça dans toute l'Afrique. Mais le morcellement politique, pour la petite politique, l'opportunisme, fait que quand tu veux être ministre ou député ou maire, tu es obligé de couper une circonscription et te faire passer pour l'élite de ce coin. Et pour être l'élite de ce coin, tu vas évidemment dire que vous êtes une communauté. Vous êtes. Moi, quand j'étais petit,
On n'avait jamais dit que les bakoko, les bassa, c'est pas la même chose. Dans ma famille, on parle le bassa et le bakoko en même temps. Par exemple, on fait la messe en bassa, on mange en bakoko, on mange... Parce que c'est le bassa batimpo. Les bassa, c'était... c'est ça, un ti, un po, un so. C'était trois frères, c'est trois frères dans cette lignée-là. Donc quand vous prenez déjà ça, les bassa étaient des travailleurs, les bâtis, c'était des lutteurs du clan, et puis les bassors, c'était les gens qui détenaient les Corses, la magie de l'eau et de la forêt. C'est eux qui soignaient le clan. Et c'est pareil avec les Bamoun, les Bamileke, enfin ce qu'on va appeler les Bamileke, et puis les autres groupes, les Bafia. Et quand vous êtes avec les Bafia, maintenant, vous tombez dans les sous-regroupements des Yambassa, des Nyokon, des Banen, les Banen qui sont collés au Bassa. Dans mon village à Baudemacac, vous le savez bien, quand vous partez de Boumiébel, vous traversez Baudemacac, vous entrez dans tous ces villages-là, Missem, Bébé, Bobok 1, Bobok 2, tout ça là, vous traversez le pont, vous êtes chez les Banen, vous êtes chez les Yambassa de ce côté, vous êtes chez les Banen, à Nitoukou, et puis vous tombez là à Nyanon, chez mes oncles, les Bassorba, l'école. Donc, mais c'est fou. D'ailleurs, les Bassais et les Bakoko ont une ethnie qui s'appelle Bassorba, l'école. C'est-à-dire, les Bassor, les Bakoko des Bassa, les Bassorba, l'école. C'est comme les Bassaba Douala, qui sont les abords de l'autre côté, les Bonkeng, les Bankon, les Bankon, et le premier ministre du Cameroun est un Bonken ou Bankou. Donc, il est Sawa, mais il est anglophone, mais il n'est pas dans le gouvernement en tant que fils Sawa, il est dans le gouvernement en tant qu'anglophone, ce qui ne veut rien dire systématiquement. Donc, tout ça, c'est très passionnant l'histoire de l'Afrique, des peuples, et on peut passer toute une journée là. Et j'ai écrit tellement là-dessus, c'est que vous ne lisez pas. Hein. Dans ce livre, je pense que j'ai parlé du tribalisme. Quand vous regardez même les pays que j'ai visités, vous arrivez au Rwanda, c'est pareil, hein. Hutu, Tutsi, mais les Hutus sont majoritaires au Rwanda, les Tutsis sont minoritaires. Au Burundi, n'est-ce pas? Les Tutsis sont majoritaires, les Hutus sont minoritaires. C'est les découpages coloniaux. Mais si on mélange, sauf si je me trompe, mais c'est un même peuple. Ils parlent la même langue. Mais comme le colon veut d'abord te diviser. Pour ceux qui travaillent dans les boîtes occidentales, vous savez que le premier truc que le patron ne veut pas, c'est de voir déjà deux noirs qui s'entendent dans sa société. C'est comme ça la manipulation. Et on sait que l'Africain, dès que tu titilles son village, son ego gonfle, il commence à être raciste, tribaliste et médiocre. C'est la médiocrité qui tue l'Afrique, dans le tribalisme et tout. Moi, je vois, par exemple, si on revient sur le cas des Sawa, j'ai des gens comme Dor Collins au Cameroun. Collins, Dor, Samuel Dor, ça vous rappelle rien? C'est des gens qui viennent du Libéria. Avec preuve à l'appui, c'était mes voisins. Mais leur grand-père est venu là et tout. Ils ont même une partie de leur famille en Guinée équatoriale. Mais c'est eux qui veulent se faire passer pour les grands Sawa. À Douala, il ne faut pas respirer. Non. Je suis d'accord, mais attendez, on vient tous de très loin. On vient de très loin. Donc l'Afrique a intérêt à travailler ce côté de rassemblement, d'unité. Vous croyez que c'est pour rien qu'on se balade en Europe avec la carte d'identité? Tu traverses 10 pays avec la carte d'identité. On ne t'arrête pas. Il faut évoluer dans la tête. Il y a des Africains ici, il y a des Noirs ici en Europe qui ont la carte d'identité, les passeports européens. Et vous voyez ce qui se passe à la frontière de la Pologne, Biélorusse, les propres Blancs en Europe
sont maltraités dans la forêt parce qu'ils n'ont pas de papier. Alors, je prends un coup de fil. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir le guide. Bonsoir, mon très cher. Et ouais, je suis toujours impressionné par la qualité de vos analyses, hein. Donc, il faut dire que parler des sujets comme ceux de ce soir, c'est vraiment fondamental pour le devenir de l'Afrique parce que cette balkanisation du continent, ces groupuscules qui se forment un peu, ces bantoustans en un point fini ne vont pas nous aider pour le développement de notre continent. C'est vrai que le passage de notre compatriote député, l'honorable Kapalibi, ça peut participer de la. Je ne veux pas dire que ça. Dans le chronogramme, il a peut-être mis une idée sur la table, mais je pense que l'Africain, au XXIe siècle, est son propre ennemi. Plus nous sommes divisés, moins nous serons forts. Parce que ailleurs, dans d'autres continents, les gens forment des grands ensembles pour combattre des mastodontes d'économie mondiaux. Nous sommes à l'air de réfléchir parmi nous comment on doit subdiviser, et quelquefois en partant de l'héritage colonial. Je pense qu'il faut dépasser ce débat-là, parce que l'ennemi du Camerounais de demain, c'est pas le Bamileke ou le Petit Ledois, c'est il va combattre avec le Japonais ou l'Indien ou le Taïwanais qui, voilà, l'intelligence artificielle n'a rien à voir avec les tribus de la communauté. Il faut aller au-delà de ces petites apparences primaires, primordialistes, même à la limite. C'est-à-dire que il faut que l'Africain, c'est bien de participer au débat, c'est bien d'écrire un ouvrage, mais encore que quand on écrit un ouvrage, quelle est la pertinence opératoire d'un ouvrage à un moment où l'Afrique a besoin d'être unie? Le panafricanisme, c'est quoi? C'est un vrai mot, c'est un slogan. Est-ce qu'il faut aller... Je crois qu'il y a même des choses qu'on devrait mettre sur la table au XXIe siècle. L'Afrique a besoin d'autre chose. Elle a besoin d'être soudée que d'être un conglomérat de petites républicaines où chacun pense pour son propre compte. Et puis, à la fin, on ne peut pas faire corruption, on peut pas faire bloc pour contraster les autres. L'Europe, elle est heureuse parce qu'il y a des fondamentaux, il y a cette union, elle est monétaire, elle est ceci, elle n'est pas parfaite, mais quand même, on sent qu'il y a une volonté profonde de mettre ensemble des gens qui sont peut-être différents d'un point de vue même des origines, mais quand même, ça peut contraster les États-Unis, ça peut contraster la Chine, ça peut contraster la Russie. Mais chez nous, en Afrique, on est en train d'écrire des choses, bon voilà, je ne sais pas quel est l'intérêt sur le plan politique, je ne sais pas quel est l'intérêt sur le plan j'ai hâte de prendre cet ouvrage pour lire quelques pages, comprendre quelle est Bon, le... je ne ferai pas justement un témoignage à charge ici contre mon jeune frère Cabral. Je l'aime beaucoup. Et évidemment, tu as raison. Je suis juste déçu par la qualité des débats. C'est pour ça qu'en Afrique, parfois, d'autres me disent, j'étais au Cameroun l'autre jour, je n'ai pas fait des débats. Je n'ai plus envie de faire un certain type de débat. Ça nous perd le temps, comme tu as bien évoqué là tout à l'heure. Mais bon, peut-être les gens ne réfléchissent que comme ça. Hein? Et là, malheureusement, on ne peut pas avancer. Voilà. Oui, en même temps, ne plus faire de débats, ce serait un peu, comment dire, renoncer à sa vocation. Le guide, je vais peut-être te tutoyer parce que l'intellectuel n'a pas besoin des artifices. Oui. Tu dois intervenir dans l'action. L'action est la clé. C'est-à-dire que l'Afrique a besoin d'être éclairée. L'Afrique a besoin d'être accompagnée. L'Afrique a besoin d'être guidée. Il faut le guide, bien entendu. C'est-à-dire qu'il faut une orientation. Il faut un cadre. Bon. Il faut un cadre. Il faut... Je ne te coupe pas. Je suis d'accord avec toi, mais c'est ça que je dis que vous nous demandez des choses terribles. Vous parlez d'un livre qui est un livre à charge contre le développement de ce monsieur Cabral, ce gentil monsieur. Mais vous ignorez que moi j'ai écrit un livre qui est au programme dans les universités ici, et le premier chapitre c'est le tribalisme, notre honte. Mais comme c'est pas des sujets qui intéressent le sang, comme c'est pas des sujets médiocres, personne, est-ce que vous avez vu, quelqu'un m'a donné une tribune au Cameroun ou en Afrique pour dire, viens t'expliquer pourquoi on doit détruire le tribalisme. Il y a 6 ans que j'ai écrit ça, ou 7 ans d'ailleurs. Il est là, le tribalisme, notre honte. Je commence par là. Le premier problème, et je dis parmi les problèmes qui nous tuent dans ce village, il y a le tribalisme. Village entre guillemets. Je dis, c'est un cannibalisme dangereux qui phagocyte
tout effort de développement et qui nous empêche systématiquement de nous élever vers les hautes cimes de l'humanisme. Ce tri, écoute, ce tri banal qui conduit malheureusement parfois à ne garder que les déchets n'est autre qu'un tri sélectif des cancres ou, comme on dirait chez nous, des kengues. Donc, voilà. Malheureusement, le guide, des gens comme toi coupent à l'herbe. Moi, je dis, il faut peut-être, bon, c'est des débats qu'il faut mettre sur la table. Mais tant que nous ne prenons pas conscience que s'il faut que chacun réfléchisse sur son nombrilisme, ce nombrilisme-là ne nous aide pas beaucoup. Je ne dis pas que la solution intellectuelle est mauvaise en soi. Encore qu'il faut lire le contenu de l'ouvrage pour connaître l'orientation qu'il a voulu donner. Bon, passons à un autre sujet parce qu'on a déjà passé 10 minutes là-dessus. Je peux te dire que j'ai compris que les Camerounais aiment ce genre de sujet et ce garçon n'est pas bête. S'il est là, c'est parce il sait surfer sur ce que les gens aiment. Et malheureusement, on ne dirige pas un pays avec ce que les gens aiment. On dirige un pays avec la vision qu'on a d'un peuple et pour un peuple. D'accord? Exactement. Non, j'ai fait une parenthèse là-dessus parce que je pense que c'est à la dédicace de son ouvrage, il y a eu un tapage médiatique tout autour, donc ça... Non, tout ça, c'est bien huilé pour préparer les gens à des guerres civiles, à des petits génocides. C'est politique. Je te dis, c'est un garçon très intelligent. Il ne faut pas sous-estimer. L'erreur que on a souvent fait au Cameroun, c'est de sous-estimer les gens. Cabral Libi est très intelligent et même si c'est un gars assez froid et très mesquin, qui est capable de taire sa pensée profonde pour titiller l'instinct grégaire chez certains. Et il sait qu'il va trouver son électorat. Je ne suis pas là pour décortiquer son action politique, mais je donne une lecture de grand frère et d'aîné. Et c'est comme ça qu'il surfe et ça lui profite plutôt très bien. La preuve, il est à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale est souvent couverte aussi des génocidaires, des sanguinaires, des tribalistes, des corrompus, des voleurs, et tout. C'est pas un parangon de la vertu en Afrique. Exactement, exactement. Ouais. C'est un fou, on y retrouve un peu du tout n'importe quoi. Mais tu as tout le monde là-bas, et les prostituées de luxe, et les vieilles et les rombières de première cordée, et tous les petits voleurs de la République, des criminels, des analphabètes. Tout ce petit magma-là fait la représentativité vraiment sociologique de ce pays-là. Quand je regarde l'Assemblée nationale au Cameroun, je suis très fier de voir qu'il y a parfois un haut fonctionnaire qui est assis à côté d'un vendeur de maquereau qui vient de tricher et qui vend du mauvais maquereau aux populations et qui a acheté sa place. Et il le dit, et c'est l'Assemblée nationale. Il n'y a pas meilleure Assemblée nationale que les assemblées en Afrique. Oui, mais quand un député camerounais se lève pour dire qu'on peut imaginer de mettre des médicaments contre le Covid dans l'eau minérale, tu comprends le degré de compétence qu'il y a. Donc, du coup, toi, tu es très dangereux. Commande déjà ton livre chez moi et puis bonne soirée. Il est minuit. Ne m'amène pas à être violent contre l'Assemblée et les gens. J'ai pas envie de finir l'année avec des remords. Je suis gentil avec tout le monde. Ok, le guide, je vais le faire désormais, merci. Ok, allez, salut. Oui, si tu veux t'engager vraiment dans la politique comme nous on le fait avec le cœur, tu risques de ne jamais avoir même un électeur. Et surtout en Afrique. Parce que la politique, c'est fait pour manipuler, pour détruire, pour mentir. Ceux même qui ont un vrai programme vont en prison. Ceux qui peuvent même avoir un vrai rêve pour le peuple finissent en prison. Ouais, ils finissent comme des fous. Vous savez, j'avais un professeur qu'on a appelé Gustave Essaka. Gustave Essaka a 3 doctorats en Allemagne. Et Gustave Essaka est rentré au Cameroun, police politique de l'UPC, fouetté sous Aïdjo l'a enchaîné dans les bateaux. Il a fait la cale des bateaux, la prison, enchaîné à Tcholéré. Et il est sorti de là avec 3 doctorats, mais totalement fou. Et il a une femme, il a une fille qui est pilote
dans l'armée allemande aujourd'hui. J'espère qu'elle n'est pas en retraite. Mais il a vécu misérablement. Gustave Essaka, et il a créé la DIC. Je vais réactiver le parti politique et il était le premier triumvir. Et quand vous voyez ce que l'État a fait de ce genre de bonhomme, j'entrais chez lui parce qu'il me donnait des... C'était mon professeur d'allemand d'ailleurs. Et il avait des projets. J'avais vu près de 800 pages. Il écrivait tous les jours pour le Cameroun. Tout ce qu'il a vu en Allemagne, les Landers, tout ça, il a planifié. Mais personne, quand on l'invitait à la télé, c'était pour se moquer de lui. On le filmait au bar, on se moquait de ses lunettes, mais personne n'a lu ses travaux. Je pense que j'ai encore une partie de ses travaux chez moi. Et c'est un savant. Retenez ce nom, Gustave Essaka. Il est mort comme un animal. Et c'est des gens comme ça qui n'ont pas leur place en Afrique. Parce qu'ils sont trop honnêtes. Ils sont trop vrais. Ils sont trop... euh, ils sont trop... Ils aiment trop. Nous, notre défaut, c'est d'avoir trop aimé nos pays. Il faut faire... Pour ne pas aimer, les gens qui font ce que les gens, les politiciens là font là, c'est ceux qui... Ils n'aiment pas le pays. Ils vivent, ils s'accrochent. Et les gens passionnés, qui ont un patriotisme, comme on dit, les upécistes, les vrais nationalistes, qui n'est pas du tribalisme ou du communautarisme. Les Oumyobé écrivaient déjà contre le tribalisme en 48, contre le communautarisme. Et voir que nous, les petits-fils d'Oumyobé aujourd'hui, on reparle encore de communautarisme aujourd'hui. En Afrique, c'est incroyable. Quand Mandela sort de prison, il a un seul mot en bouche. Il dit l'homme qui a guidé ma conscience politique, qui a aiguisé ma force, ma bataille de conviction, c'est Oumyobé du Cameroun. Et Oumyobé, pour aller parler aux Nations Unies, il a croqué un bout d'écorce. Personne n'a jamais vu l'avion qu'il a pris. Puisqu'il était cherché, on voulait l'arrêter. Dès qu'on l'annonce à la tribune, on voit ce gars venir avec un blouson. On dit, tu es arrivé comment? Il dit, laissez. C'est les choses du village. Nous, on appelle ça l'ignol libako. Vous ne connaissez pas. Et vous, les blancs, si vous ne pouvez pas comprendre. On disparaît. Et Einstein fera des travaux plus tard pour dire que l'homme peut être transmutant. N'est-ce pas? Passons. C'est autre chose. Bon, il y a eu beaucoup de coups de fil. Malheureusement, je n'ai pas pu les prendre. J'étais avec le frère d'Italie. Pardon. Il faudra aussi qu'on explique. On a fini, non? Allez dormir, non? Vous payez même quoi ici? Hein? Ah, Gédéon Bakom est là. Mais je ne vois pas Gédéon depuis. Le guide, c'est l'ère et l'époque de tels débats. Le nationalisme et les discours identitaires bas sont pleins dans le monde. Oui, mais le problème, c'est que le nationalisme, quand on crée les peurs, les gens se cachent. C'est là où les Zemmour... Quelle est la différence entre Zemmour et Libye, finalement? Quelle est la différence entre Zemmour et, et Marine Le Pen et les Libyes et tout ça là? Quelle est la différence? J'aimerais bien lui poser la question. Quelle est la différence? Donc tu serais Zemmour ici en France et que voilà. Mais le problème, ce n'est même pas là. C'est là où il faut appeler la conscience du peuple. Hein? Cabral est un monsieur très gentil, d'ailleurs il est très brillant. Très très brillant. C'est pas là le problème. Et je ne veux plus qu'on dise que j'attaque mon jeune frère, ou parce qu'il est... Sa carrière politique, j'en suis honoré. Il nous représente, comme on dit. Il représente la jeunesse. Alors, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est la conscience du peuple qui est convoquée. Les gars comme Zemmour, on te dit qu'il va faire 17%.
Parce que dans chaque société, il y a 20% de cancres et de gens comme ça, là, comme lui. Dans chaque peuple. Mais chez nous, les 20% là deviennent souvent 90%. Et c'est là où les tribalistes, les communautaristes, tous ces risques-là entrent en jeu. N'est-ce pas? Et tous les mots en isme, vous savez qu'on bascule dans l'hyperbole. Isme, c'est dans l'idéologie. Et isme, couteau, aiguiser la machette. C'est dangereux. Alors, ici en France, les gars comme Zemmour vont trouver les garçons sur le terrain. Ils commencent à s'essouffler là, non? Parce que les racistes sont partout dans les maisons, mais en route, tu ne peux pas dire ça publiquement. Il y a la conscience politique. Tu auras toujours un petit aigri qui va croire ici qu'on vient lui voler le fromage. Mais quand on va se réveiller pour penser à la France, la grandeur, on va dire Zemmour, tais-toi. D'ailleurs, il est allé à Londres, le maire de Londres, qui est un Indien. Hein? Il s'appelle qui? Sadiq Khan, un brillant avocat qui est indien. Le maire de Londres est un Indien. On lui a refusé la salle. Il voulait rencontrer l'élite, l'Angleterre, les gars, on peut pas, ton discours n'est pas humain, c'est pas beau. Il va aller à Genève, la maire de Genève a dit, toi, tu ne peux même pas avoir une seule salle, même municipale ici, même le cimetière, on te loue pas. Il allait faire ces trucs dans les petits hôtels en cachette. Ces gens-là doivent rester là-bas. Mais le problème chez nous, c'est que ces gens, chez nous, c'est vous qui leur donnez, matin, midi et soir. Quelqu'un écrit un livre. Vous savez combien de livres? Vous savez combien de livres nous on met dans les publications à l'université, dans le monde? Mais est-ce qu'un journal, est-ce qu'une télévision en Afrique, sauf en Côte d'Ivoire, a déjà pris mon livre pour dire étudions un peu, viens nous dire? Non. Mais quelqu'un écrit un brûlot, les gens s'asseyent là-dessus comme si c'est une révélation. Mais les Mongobéti ont écrit, monsieur. La Jean-Marc ont écrit. Les Baudet ont écrit. Hein? Les Daniel et Tunga Mangele, c'est des savants. Mais c'est comme ça. On est dans une culture de la pauvreté, de la médiocrité, et ces gens-là contrôlent déjà les médias. Ils ont leur petite télé là. Ils sont très nerveux, très dangereux, très haineux. Et bizarrement, ils veulent que le Cameroun change quand ils sont concernés ailleurs. Dans le football, ils veulent que le Cameroun change, mais politiquement, ils soutiennent la médiocrité. Voilà le visage des gens. C'est ça le problème avec le nègre, qui n'est pas encore entré dans l'histoire. Et là, je cite mon ami Sarkozy, l'homme aux chaussures à talons. Voilà. Vous n'êtes pas entré dans l'histoire. Parce que pour chatouiller le noir, il faut juste le tribalisme. Oui, juste. Nous, on n'a pas encore réglé les problèmes là. Ne voyez pas les Européens là. Regardez les États-Unis. Qui est américain? Moi, j'ai des petits aux États-Unis. J'ai une moitié de ma famille aux États-Unis. Ils sont tous américains. Tu nais là-bas, tu es américain, et puis ils réfléchissent comme des Américains. What of? Oui, ils commencent à parler les what of. Tout ça là. Mais ils sont américains. Alors chez nous, il faut tout qu'on rentre au village. Qu'on rentre au village. Qu'on rentre au village. C'est pas possible ça. C'est décevant. Les gens du village même veulent aller en ville. Hein? Alors, dis donc, comment vous ne dormez pas? J'ai l'impression que vous faites la magie. Je suis totalement content je suis totalement d'avis avec vous, mais à partir du moment où on refuse d'investir dans l'éducation, d'enrichir les bibliothèques, les systèmes, je suis d'accord avec toi, fiston. Bon, écoutez, il faut pas faire de trop longs directs, hein, sinon les gens ne regardent pas jusqu'à la fin. Je vous les permets d'aller écouter autre chose, allez danser, voilà, allez danser.
quitter sur mon direct et bonne soirée. Je vous adore. Oh, Cheikh Sanogo, je viens à Abidjan très prochainement. Le brillant Cheikh Sanogo. Voilà l'élite. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai trouvé des jeunes qui ont leur société, ils ont été formés en France, ils sont rentrés construire leur pays. Et j'adore la Côte d'Ivoire. C'est mon pays. Hmm. Bonne nuit à moi. Merci à vous tous. Mais écoutez, commandez déjà le livre qui est en train de sortir là. Et on n'a pas le droit à l'erreur. Nous, on n'a pas les médias avec nous. Dans ma vie, je suis né comme ça. Je fais tout seul. Je vends mes livres moi-même. Je porte mon fardeau moi seul. Et quand même je finis de construire, les gens viennent arracher. C'est ma vie. Donc, mais je vous adore comme ça. J'ai déjà compris que c'est ma vie, donc c'est comme ça que je fais. Donc, je vends moi-même mes livres et ça me ferait plaisir de vous voir les commander en précommande. J'ai déjà la liste qui s'allonge et je suis très fier. Voilà. Et puis pour la conférence du 4 septembre, du 4 décembre samedi, ça sera au Georges V sur les Champs-Élysées. Soyez chic, réservé, c'est le même numéro qui s'affiche. Pour ceux qui veulent les programmes de formation, continuez à nous suivre. On a fait pas mal de coaching cette année, on continue. Et pour Akeva Bank, la banque se porte très bien. La banque, c'est les petites économies. Hein. Nos cartes sont déjà prêtes pratiquement. Donc la carte, c'est juste... la banque, c'est l'idée qu'on se mette ensemble. On était 100 là, non? Une bonne centaine de personnes lèvent une banque et financent leur propre projet et s'autonomisent. La banque, c'est la spiritualité, être libre. Voilà pourquoi j'ai fait Akeva Bank. Allez, Akeva, bonne soirée. Allez vous coucher, dis-le. Vous ne dormez pas.